Six siècles, c'est son âge, et pourtant, elle n'a quasiment pas vieilli. Édifice le plus haut de Bordeaux avec 114 mètres de hauteur, elle a quasiment résisté à toutes les tempêtes et tous les ouragans, et on la contemple avec toujours autant de plaisir. On passe régulièrement devant pour aller par exemple au marché des Capus, on la contemple en prenant un verre à l'une des terrasses de la place Ménard. Jusqu'en 1979, on pouvait admirer ces fameuses momies dans la crypte, au cœur d'un quartier cosmopolite à qui elle a donné son nom. Je vous parle bien évidemment de la flèche Saint-Michel. Alors pour ce nouvel épisode de Bordeaux mon amour, je vous emmène dans un lieu chargé d'histoire, à la découverte d'endroits cachés au public, de la crypte jusqu'au clocher. On y va ? Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes chargée de médiation culturelle à la mairie de Bordeaux. Vous allez nous présenter ce bâtiment. Alors où est-ce qu'on est exactement ? Nous sommes au pied de la flèche Saint-Michel, non loin de la basilique qui porte le même nom. C'est l'une des rares flèches qui est séparée de la basilique. Alors c'est une grosse particularité. Alors ça peut paraître surprenant, mais en effet, le clocher de la basilique Saint-Michel n'est pas raccordé au monument. Il est un tout petit peu plus loin, en retrait par rapport à la place. Il faut imaginer qu'ici nous sommes non loin de la Garonne. La Garonne était beaucoup plus proche de nous à l'époque médiévale. Donc imaginez sous nos pieds des marécages, des terrains qui ne sont pas forcément propices à la construction. Donc on va essayer de trouver un endroit un petit peu plus stable pour pouvoir ériger ce clocher. Et puis enfin, un clocher, ça accueille des cloches. Les cloches, elles vibrent. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir protéger le monument que d'éloigner en fait les cloches qui pourraient à terme bien faire vibrer l'ensemble de la basilique et bien sûr lui porter atteinte au niveau structurel. Et ça date de quand ? Alors parce qu'on parle de l'époque, parce que pour le coup les marécages depuis, on voit qu'ils ont un petit peu bougé. Exactement, la Garonne s'est déplacée, les marécages sont pour la plupart asséchés. La basilique a été construite à une époque antérieure, on est vraiment au tout début du Moyen-Âge. La flèche, elle, pour le coup, on est au milieu du XVe siècle et l'histoire du monument va débuter à partir de 1472. Alors au niveau des chiffres importants à retenir aussi bien sur la flèche que sur la cathédrale, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Donc, la flèche Saint-Michel a cette particularité d'être le monument le plus haut de Bordeaux. Alors nous disons traditionnellement 114 mètres de haut, certains chiffres nous disent 115 mètres de haut. En tout cas, en termes de monument de pierre, de type clocher isolé, c'est-à-dire à part d'un monument religieux comme une église, une cathédrale ou une basilique, on est vraiment sur des chiffres extraordinaires parce que c'est le monument le plus haut, en tout cas de ce type-là, que nous ayons à Bordeaux et même autour, si on parle à l'échelle de la région. Oui, parce que même le premier c'est à Strasbourg, c'est ça ? Exactement. Le premier, et ici c'est le deuxième le plus haut de France. En termes de date de construction, il faudra 20 ans pour que l'ensemble du monument soit construit et on va dire que la date anniversaire, au moment où on aura posé la dernière pierre et la croix tout en haut de la flèche, on est en 1492, qui est aussi une date très symbolique. Et donc est-ce qu'il y a des histoires, des anecdotes à connaître sur ce lieu ? Bien sûr, il y a beaucoup d'histoires, il y a des légendes, il y a des choses assez extraordinaires, notamment l'histoire de momies. Okay. Mais pour ça, il faut que nous découvrions l'intérieur du monument et que nous allions directement dans la crypte. Et bien c'est parti! Donc nous sommes ici dans la crypte de la flèche Saint-Michel. Et donc c'est ici qu'on pouvait découvrir les fameuses momies. En fait, autrefois, les momies étaient installées ici, tout autour de la crypte. Et il y a encore des Bordelais qui sont relativement jeunes, qui ont un peu une soixantaine d'années et qui connaissent l'histoire de ces momies pour les avoir vues en vrai. L'histoire va débuter en 1791, au moment où l'on va décider de déménager le cimetière paroissial de la basilique Saint-Michel. Au moment où l'on va déménager le cimetière, on va découvrir une fosse. Dans cette fosse, des corps qui ont la particularité d'être devenus des momies. On ne sait pas exactement pour quelles raisons, probablement des questions chimiques qu'on ne peut pas totalement maîtriser, mais ces corps vont devenir une véritable attraction et on va décider d'utiliser cette pièce totalement aveugle comme une espèce de petit musée des horreurs où seront présentées nos fameuses momies. Aujourd'hui, on ne peut plus les voir parce qu'il a été décidé de les inhumer dans les années 90 au cimetière de la Chartreuse. En effet, la répétition de la présentation de ces momies, la confrontation avec le public avait entraîné un phénomène de putréfaction, à tel point que les momies n'étaient plus en état pour pouvoir être présentées au public. Et décemment, on a décidé de les amener dans leur dernière demeure au cimetière de la Chartreuse. L'histoire de la construction de la flèche Saint-Michel débute véritablement dans cet endroit. Au XIIIe siècle, on mentionne ici la présence d'une petite chapelle construite sur un ancien charnier, donc à proximité du cimetière paroissial de la basilique Saint-Michel. Et nous apprenons que, quelque temps plus tard, la fabrique de la basilique va décider la construction d'un clocher
clocher d'un campanile un petit peu éloigné du monument principal. Et c'est à partir de là que sera érigé en 1472 le monument dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc là, on est vraiment au centre, au cœur, et si on va tout droit, on arrive à la croix de la Flèche, c'est ça? Exactement. Du coup, je vous propose qu'on commence l'ascension de la Flèche pour pouvoir en découvrir chacune des parties. Et l'ascension, parce qu'il y a combien de marches au total? Il y a 230 marches. Ok, et ben c'est parti. Là, on arrive sur la première terrasse. Exactement, on est sur la première terrasse panoramique à 23 mètres du haut par rapport au sol et qui nous offre un point de vue quand même assez intéressant, assez singulier sur le quartier de Saint-Michel. Donc là, on a des bâtiments qui sont hyper anciens, juste devant, c'est ça? Exactement, on a des immeubles d'habitation qui datent du XVIIe, XVIIIe siècle. Puis un petit peu plus loin sur la gauche, à proximité de la basilique, on devine plutôt des immeubles du XIXe siècle. Mais en fait, le plus intéressant ici, c'est de voir comment ces bâtiments sont agencés les uns par rapport aux autres, parce qu'en fait, ils trahissent ou ils traduisent plutôt un parcellaire beaucoup plus ancien d'époque médiévale. On voit comment toutes les époques en fait se superposent et on voit émerger, suivant les points de vue que nous avons, des monuments historiques, des bâtiments beaucoup plus récents et c'est ce qui fait vraiment la richesse de notre ville et de son patrimoine. Attention à la tête. Là, on est aussi en dessous. Alors tout à l'heure on était tout en bas. En fait là on a deux planchers qui sont très stratégiques pour nous parce qu'en fait ces planchers ils nous permettent quand on a besoin de sortir les cloches pour leur restauration ou leur réparation. Les cloches elles arrivent à passer dans la petite trappe là? Parce qu'on s'attend à des grosses cloches. Alors on a des grosses cloches en effet, mais la perspective fait que la trappe paraît tout petite, mais quand on est juste au-dessus on se rend compte qu'elle est assez grande justement pour permettre ce déménagement. C'est ça dont vous étiez en train de parler, donc un peu voilà l'histoire du clocher depuis sa construction jusqu'à à peu près aujourd'hui. La Flèche, elle a un destin assez surprenant. On se rend compte déjà qu'un an après sa construction, on est en 1493, on constate déjà quelques désordres, des fissures, des craquements. Donc on s'inquiète déjà de l'état de dégradation de ce monument et on craint bien sûr qu'il ne tombe sur la tête des Bordelais. Et finalement, il va tomber, mais non pas par rapport à des problèmes de structure, mais plutôt par rapport à des problèmes de météo. Donc tempête, ouragan, il faut dire que ce monument est quand même un sacré paratonnerre à l'échelle de la ville. Ainsi, au XVIIIe siècle, le monument va être en partie détruit par un ouragan. Il faut imaginer que toute la partie haute ici va tomber, donc emportant avec elle la chambre des cloches et le carillon d'origine. Et donc pendant de très nombreuses années, les Bordelais auront cette vision du monument, à savoir une flèche qui a perdu sa flèche et dont il ne reste que la partie basse qui est grosso modo une tour. Je vous propose du coup d'aller à l'espace qui se trouve juste au-dessus de nous et nous allons découvrir un lieu qui habituellement n'est pas ouvert au public. Okay. Il s'agit de la chambre des cloches, donc vous allez découvrir le carillon, son beffroi, et puis peut-être qu'on pourra jouer un petit peu pour faire entendre la voix des cloches dans le quartier. C'est parti. On a une petite terrasse juste au-dessus auquel le public a accès, mais malheureusement il ne peut pas découvrir l'endroit où nous nous trouvons en ce moment même parce qu'il y a ce beffroi, donc cette structure de bois qui permet de maintenir les cloches. Donc les cloches au-dessus de nous, c'est ce que nous appelons un carillon vu que c'est un ensemble de 22 cloches. Nous avons ici au centre du beffroi le clavier. Alors c'est pas un clavier de piano, mais on a des systèmes de touches que l'on peut jouer soit à la main, soit au pied comme on le voit en bas et qui permet de commander directement, manuellement, tout le carillon. Alors comment fonctionnent les cloches pour le coup? Alors, il s'agit d'un carillon, donc ces cloches, on est censé les faire toutes jouer entre elles, un peu comme un concert. Un carillon, c'est assez complexe parce qu'on se rend compte en fait qu'une cloche, elle va avoir plusieurs notes, mais nous n'entendons qu'un seul son, donc 5 notes différentes. Et la cloche est un instrument qui ne peut pas être joué avec un orchestre par exemple, parce qu'elle joue en fait sur un rythme qui est légèrement différent d'un autre instrument de musique. Donc c'est vraiment un instrument complexe et à part. Aujourd'hui, on ne lance plus les cloches à la volée, mais on le pourrait. On utilise le principe de marteau pour pouvoir les faire sonner. Vous voulez qu'on essaye ? Oui, totalement. Allons. C'est parti. Attention à la marche. Le clavier se compose de 2 styles de touches. Nous avons les touches en fait en haut qui permettent de jouer les cloches à la main, par exemple. Et nous avons ensuite les touches au niveau des pieds qui permettent de jouer cette fois-ci avec les pieds. Sachant que ces touches-là ne sont pas actives vu qu'elles ne renvoient pas à des cloches. On le voit ici, il n'y a pas de tringlerie. Ce sont ces éléments qui vont permettre de relier le mouvement de la touche, on va le voir ici par exemple, avec la cloche au-dessus de nous. Donc c'est cette tringlerie qui va actionner le marteau qui va venir taper sur la cloche. C'est parti, on va tester alors.
Ah, c'est une petite ça. C'est une petite. Ça, c'est une plus grande. C'est une plus grande, on va aller plutôt dans les aigus. Essayer sur une grosse cloche, le son est peut-être plus intéressant. Est-ce que pour jouer, il y a toujours besoin de quelqu'un ou est-ce qu'on a un petit peu modernisé le système au fil des années? Aujourd'hui, on a des systèmes en fait très simples avec des ordinateurs dans lesquels on va pouvoir programmer des petites musiques, des ritournelles, les heures que l'on souhaite sonner et annoncer également avec les cloches. Et l'intérêt, c'est que ce programmateur, on peut le commander à distance. On a beaucoup de curés de paroisse en France qui ont une application sur leur smartphone et qui peuvent actionner les cloches à la demande juste en touchant leur téléphone portable. Donc là, on passe à l'étage supérieur, à la seconde terrasse. À la seconde terrasse panoramique, on est à 47 mètres de haut. Généralement, c'est cette partie-là de la flèche qui impressionne énormément le public parce que de l'extérieur, on s'attend à ce qu'il ait toute une structure charpentée qui permette de maintenir la partie haute du monument. Or, quand on est ici, on se rend compte que l'intérieur est totalement creux. Donc, c'est une véritable prouesse technique que de faire tenir en fait tout cet ouvrage de pierre. Il y a une petite astuce, c'est-à-dire qu'on a un système en fait d'enrayure comme une armature métallique qui permet malgré tout de créer cette dentelle de pierre et de ne pas venir la soutenir avec de grandes poutres en bois. Et ce qui est génial, c'est qu'on arrive vraiment à voir à 360 degrés sur tout Bordeaux. C'est l'intérêt en fait de cette seconde terrasse panoramique, c'est que nous sommes dans le quartier Saint-Michel, au sud de Bordeaux, et comme la Garonne décrit un croissant de lune, on a des perspectives qui sont comme rapprochées, raccourcies, ce qui nous permet de voir toute la ville de Bordeaux, y compris la rive droite. Je vous propose du coup d'emprunter un petit chemin qui n'est pas ouvert au public habituellement. Nous allons emprunter la petite coursive qui nous permet de passer derrière ce mur et de pouvoir admirer la vue vraiment à 360 degrés depuis le monument. Il y avait une anecdote sur laquelle je voulais revenir, c'est au niveau des pigeons en fait. Parce qu'au-delà d'être désagréable peut-être de temps en temps, il y a vraiment un côté problématique pour le bâtiment. Exactement, pour des questions de conservation, les pigeons sont véritablement des nuisibles en fait pour le patrimoine bâti. La ville de Bordeaux est une pierre faite de calcaire et le calcaire malheureusement ne fait pas bon ménage avec la fiente de pigeons. Nous avons une solution très originale justement pour essayer d'endiguer cette invasion des pigeons. Il faut imaginer qu'au-dessus de nous, donc tout en haut de la flèche, on a un nid qui accueille en fait un couple de faucons. Et les faucons cresserelles ont pour habitude culinaire justement de manger des petits pigeons. D'accord, ok. Ça nous permet de réguler la population et puis surtout c'est une bonne nouvelle parce que la réintroduction des faucons cresserelles en ville nous montre aussi bien que la ville se porte bien d'un point de vue écologique. Ce sont des faucons qui se baladent un peu partout dans le quartier. Donc on est très content de pouvoir les accueillir ici.